vos fonctions différentes. Je n'ai connu que l'enseignement gardien et primaire avant la guerre, ou presque. Non seulement, mais commence. Non, allez, commence. Vous avez passé une grande partie de votre vie à l'école. Quelles ont été vos fonctions différentes? J'ai connu l'enseignement gardien, l'enseignement primaire avant la guerre. Ensuite, en 1938, je suis entré à l'école normale, comme élève toujours. J'en suis sorti à 20 ans, en 1944. J'ai dû travailler pendant presque un an avant de pouvoir trouver une place d'instituteur. Pendant 6 ans presque, j'ai dû aller d'école en école comme intérimaire. Les places d'instituteurs étaient relativement rares. Il y avait en effet tous les prisonniers de guerre qui étaient revenus d'Allemagne et qui reprenaient, c'est bien normal, leur ancien emploi. J'ai dû attendre 1950 avant de pouvoir être nommé comme instituteur primaire dans l'enseignement libre. Puis en 1955, j'ai eu la chance de devenir instituteur dans une petite commune, à Villers-Perouin. Et 2 ans après, j'étais chef d'école. Nous n'étions que 2 instituteurs, mais il fallait un chef. Puis alors, après la fusion des communes, je suis devenu directeur des écoles de Bonvillers. Bon, Vous avez passé une grande partie de votre... Non. Vous avez passé une grande partie de votre vie à l'école. Quelles ont été vos fonctions différentes? J'ai connu l'école depuis l'âge de 3 ans. L'école gardienne, puis l'école primaire, toujours dans un petit village. Qu'est-ce qu'il y a? Le micro, il faudrait le descendre, ça fait pas beau. Ah, bon, comme ça? Ouais, Ah, bien, on commence à voir. Je vais les connaître, les questions. Je commence la première. Qui est première? La première. Non, cette année ici. Ça. Ben non, c'est... Ici? Non, autant suivre. Bien sûr. Vous avez passé une grande partie de votre vie à l'école. Non. Vous avez passé une grande partie de votre vie à l'école. Quelles ont été vos fonctions différentes? J'ai connu l'école dès l'âge de 3 ans. C'était l'école gardienne à ce temps-là. On ne parlait pas d'école maternelle. J'ai connu ensuite l'école primaire jusqu'à 14 ans dans un petit village agricole. En 1938, je suis entré à l'école normale, en 3e moyenne, et j'ai quitté l'école normale à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai dû travailler manuellement pendant 1 an à peu près, avant de pouvoir dénicher une place d'instituteur. Il est vrai que les places étaient très rares, les prisonniers de guerre revenaient de captivité et reprenaient, c'est bien naturel, leur emploi d'avant-guerre. J'ai dû attendre pendant 5 ans à peu près de pouvoir trouver un emploi définitif dans l'enseignement libre. Puis, en 1955, j'ai eu la chance de trouver un emploi dans une petite école communale. 2 ans plus tard, je suis devenu chef d'école de cette petite école. Nous n'étions que 2, mais il fallait un chef. Et à la fusion des communes, j'ai été choisi pour être le directeur des écoles communales des Bonvillers. Depuis 1985, je suis pensionné.
Et j'ai repris l'école, mais vraiment en amateur. Durant cette année scolaire, nous avons assisté à de graves remous dans l'enseignement. Il semblerait, d'après les journalistes, que ce sont les événements les plus importants depuis très longtemps. Qu'en pensez-vous? Nous avons connu pas mal de remous dans l'enseignement. Disons que, avant la guerre, les enseignants étaient vraiment dispersés. C'était vraiment des individualistes. Les rapports qui existaient entre les enseignants d'une école étaient très rares avec ceux des écoles voisines. On se voyait une fois ou deux par an au cours des conférences pédagogiques, parfois à l'examen cantonal, mais ça se résumait à pas grand-chose. Depuis la guerre, il y a eu quand même des remous. Tout d'abord, les syndicats d'enseignants ont été très actifs après la guerre. Et nous avons connu des manifestations vraiment mémorables. En 1954, par exemple, où 100 000 personnes ont été rassemblées à Bruxelles. Au début des années 70, nous avons aussi connu des mouvements vraiment revendicatifs. En effet, les enseignants qui se plaignent actuellement d'être mal payés n'étaient pas mieux payés il y a 20 ans. L'enseignement, d'ailleurs, ne paye pas. Pourriez-vous nous parler de l'école lorsque vous étiez enfant? Je situe donc le moment, disons 1927. Ça fait déjà pas mal de temps. Il y avait dans la plupart des écoles, il y avait dans la plupart des communes agricoles, des petites communes, l'enseignement chez les filles, l'enseignement chez les garçons. La mixité n'existait pas. Les écoles de filles étaient souvent confiées à l'enseignement libre, aux religieuses. Les écoles des garçons étaient confiées à des enseignants communaux. Dans pas mal de communes, l'école gardienne était confiée aux sœurs, aux bonnes sœurs souvent. Je dois dire que à ce temps-là, tout au moins l'école que j'ai connue portait bien son nom d'école gardienne. On n'y faisait pratiquement que du gardiennage. Les enfants restaient assis pendant des heures sur un banc. Mais pas un banc comme vous avez connu, comme vous connaissez, mais un banc tout simple. Il n'y avait pas de place pour s'appuyer, il n'y avait que le banc. Lorsque l'on écrivait, entre guillemets, on devait appuyer son ardoise sur ses genoux. Je me souviens d'avoir passé comme ça des journées, des mois, des 3 ans, sur le dernier banc, à la dernière rangée de la classe, contre le mur. C'était en effet l'endroit rêvé. On avait au moins le mur pour s'appuyer, car il n'y avait pas de dossier aux autres bancs. À l'école primaire, heureusement, la situation était quand même beaucoup meilleure. La commune entretenait mieux son école et là, nous avons pu disposer de vrais bancs. Mais il faut dire aussi que dans une classe gardienne, il y avait entre 80 et 100 élèves confiés à une seule et même personne. En hiver, il y avait très peu de monde, ce qui arrangeait pas mal de choses. Tandis qu'à l'école primaire, l'enseignement étant obligatoire, la population était beaucoup plus stable. Mais il n'était pas rare de rencontrer des écoles avec 30 à 40 élèves par classe. La petite école de village que j'ai connue, à ce temps-là, avait 3 classes primaires
première et deuxième confiées à une institutrice, avec certainement une quarantaine d'élèves. On y apprenait à lire, à écrire, à compter. Et je me souviens qu'au bout d'un an, je lisais, on en était très fiers d'ailleurs, je lisais le journal. L'enseignant s'occupait donc de 2 années différentes, mais pendant que l'enseignant s'occupait de la première, il fallait que la deuxième travaille. Et on n'avait même pas le droit de lever la tête et surtout pas de se retourner, encore moins de bavarder. Disons que la journée de classe pouvait se résumer en un seul mot, travail. Je dois dire que ça portait ses fruits avec les bons élèves qui, en général, étaient excellents. Quant aux autres, eh bien, que voulez-vous que l'on fasse dans une école à 40 élèves? Donc, il y avait la très belle qualité, si vous voulez, bon, une bonne moyenne, et il y avait le déchet. Et c'est malheureux de parler de déchet quand il s'agit d'enfants. À 14 ans, après avoir fait mes 6 primaires plus le 4e degré, je suis allé passer l'examen à l'école normale. J'ai été admis en 3e moyenne alors que je ne connaissais pas un mot de flamand. J'ai eu 0 à l'examen d'admission en flamand, mais que voulez-vous? J'ai connu le pensionnat avant la guerre, car on n'allait pas à l'école normale comme externe. Il fallait être absolument interne. Et là, c'était vraiment ce qu'on peut appeler la vie de caserne. Imaginez-vous, par exemple, un grand dortoir, 100 mètres de long sur 10 à 15 mètres de large, d'une seule pièce. Les alcôves, c'était presque une petite boîte à sardines en bois. On y entrait par la rangée soit contre les fenêtres, soit la rangée du centre. On y entrait en soulevant son rideau. Il y avait là une armoire, une aiguière à pot et un lit. C'est tout ce qu'il y avait. Et le silence absolu était de rigueur. Que dire aussi de des classes? Bon, des classes que nous dirions maintenant surpeuplées, impossibles à gérer. Et je vous assure que ça marchait pas mal. Mais encore une fois, il fallait que les élèves travaillent. On n'avait pas le temps pratiquement de lever le nez. Il fallait aussi travailler à l'étude parce qu'on avait des devoirs et des leçons en quantité industrielle. Et l'étude, c'était aussi une pièce immense avec 300 pupitres, 300 places, 300 élèves à la fois. Inutile de dire que le silence était de rigueur. Oh, il arrivait bien parfois que l'on chahutait entre guillemets l'un ou l'autre surveillant, mais c'était relativement rare. Et disons que en 1940, après la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une coupure très nette. C'est-à-dire que les internes qui habitaient pas trop loin de l'école normale pouvaient devenir externes. Ça a été vraiment un changement radical. Oui, on a assez. Ça suffit. Non, recommence ta phrase. Recommence ta phrase. On peut faire avancer, s'il vous plaît. Non, sinon c'est trop près. Quoi? Ça, je te dis. Tu veux rien dire? Ah, Non, ça, continuez votre phrase. ça a été un changement radical.
Ouais, quand je te le dis, tu commences ta phrase. Oh, je ne sais plus quelle phrase j'ai dit. C'était à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je te le dis, il va. À partir de mai 40, il y a eu un changement radical. En effet, les internes qui n'habitaient pas trop loin, et moi j'habitais à 12 km et demi de l'école normale, ont pu devenir externes. En effet, il a fallu compter sur le ravitaillement, et ce n'était pas facile de nourrir comme ça une population de plus de 300 élèves. Tous ceux qui ont pu retourner chez eux ont été invités à le faire. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir être externe et suivre vraiment les cours à l'école normale. Ce n'était pas bien sûr la vie actuelle. Nous avions congé le jeudi après-midi, mais nous avions des travaux complémentaires à faire. La semaine se terminait à 4h10 le samedi pour les externes et à 7h15 du soir pour les internes. Disons que le changement à cette époque a été pas mal perçu par les élèves parce que vraiment l'atmosphère de l'école a été complètement changée. Bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous occupiez encore d'école, mais en amateur. Pourriez-vous nous préciser ? C'est bien simple. Depuis que je suis pensionné, je vais encore à l'école, mais plus en tant qu'enseignant, mais en tant qu'élève. Je vais à l'Académie de Charleroi, et là, je suis les cours de restauration de tableaux anciens et le cours de peinture à l'huile. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu envie de dessiner, de peindre. Mais pendant la guerre, à l'école normale, bien qu'ayant eu un professeur qui dessinait très bien, merveilleusement, qui peignait surtout d'une façon fantastique, j'ai eu envie de faire comme lui. Et c'est ainsi que j'ai toujours eu envie de peindre à l'huile. Malheureusement, pendant la guerre, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de toile. Et j'ai dû attendre d'être pensionné pour pouvoir m'exercer à la peinture. Pourriez-vous nous montrer quelques œuvres que vous avez effectuées ? Oh, oui, ce n'est pas difficile. Il y en a derrière la caméra, il y en a un peu partout. Où avez-vous effectué cette peinture ? Ceci représente l'Isère à Chassard. C'est un endroit situé à 400 ou 500 mètres de l'usine de Chassard. En 1917, les ouvriers de l'usine avaient été réquisitionnés par les Allemands pour aller travailler en Allemagne. Et les Dumont de Chassard ont obtenu de l'occupant que les ouvriers puissent rester chez eux parce qu'ils avaient besoin de chaux, de pierre, pour faire de la chaux pour la fabrication du sucre. Et c'est ainsi qu'ils ont creusé un immense trou. Je dois dire qu'ils n'y mettaient pas trop de bonne volonté, puisqu'il fallait que le travail dure assez longtemps pour que les ouvriers n'aient pas terminé leur travail. Et les Dumont ont voulu garder ce trou immense, et en souvenir des ouvriers qui ont travaillé. Et c'est devenu ce qu'on appelait l'Isère, puisque les soldats barbotaient dans la boue et eux barbotaient ici dans les terres. Si vous voulez regarder à gauche, vous avez l'ancienne chaussée romaine. Et il y a presque 2000 ans, cette chaussée avait environ 18,50 mètres. Elle reliait Bavay à Cologne,
Actuellement, il en reste un bout qui n'a pas été trop abîmé par les constructeurs de route. Ce morceau n'a plus qu'environ 3 mètres de large. Il se trouve entre Villers-Perouin et Melay. T'en veux deux? Ça va, pareil. Oui, Qu'est-ce que ça représente? Quel coin? Attends, ça... Quels sont les sujets qui vous inspirent? Eh bien, ce qui m'attire le plus, c'est la nature. Comme vous pouvez voir, pratiquement, je ne peins que la nature. Naturellement, il n'est pas facile de travailler à l'atelier en pensant à la nature. Alors, il faut bien aller sur place. Je vais sur place. Je cherche un coin qui vraiment m'inspire, pour qui j'ai ce qu'on appelle le coup de foudre. J'y retourne plusieurs fois. Je fais des dessins, prends des photos. Et finalement, lorsque je me mets en face de ma toile blanche, j'ai vraiment le paysage dans la tête. Je pourrais le voir en fermant les yeux. Naturellement, l'année dernière, nous avons eu chez nous pour la première fois des cultures de tournesol. J'étais vraiment émerveillé par ces fleurs. J'ai fait, comme j'ai dit, des croquis sur place. J'ai cherché l'angle, j'ai cherché la lumière, etc. Et puis, j'ai commencé plusieurs tableaux avec des tournesols. Ces tableaux ne sont pas terminés. Mais disons que je n'ai plus maintenant qu'à mettre la dernière main. Le tableau du centre, c'est l'ancien chemin de fer qui allait de Fleurus à Nivelles, juste avant de prendre le chemin qui va vers Pierrepont. À droite, vous avez l'ancienne gare de Chassard. Il faut vous dire que Chassard était une sucrerie qui a été fermée en 1957, si mes souvenirs sont bons, ou dans ces environs-là. Il y avait une énorme gare de marchandises. Et après la fermeture, on a enlevé les rails. Il y a du ballast en dessous. Et on a essayé de cultiver. On y a planté des arbres. Ils ne sont pas tellement en bonne santé. On a même essayé de cultiver des céréales, et ça ne marche pas très fort. Les plantes sauvages se sont beaucoup mieux acclimatées à ce nouveau genre de sol. Qui est cette caméra-là? Depuis quand est-ce que tu as ça? 2 ans. Tu es venu une fois ici avec? Ouais, non. On a mis une costume pareil. C'est bon, ici. Faut pas faire, genre, je ne peux pas en mettre pas. À droite, vous avez la flash à Fran. Comment? Vous avez là ce qu'on appelle la flash. C'est le reste d'un ancien marécage qui s'étendait de Fran vers Villers, vers Melay, et qui allait jusqu'à Caterpillar. Il y a 200 ans à peu près, ça existait toujours. Actuellement, voilà le vestige de ce marécage. C'est bon.
peux prendre ton téléphone, hein. Prends ton téléphone à l'autre, hein. Vous avez au centre une vue d'un champ, d'un coin de tournesol au mois d'août 90 à Marbais. Vous avez en plus gros plan sur la gauche le même paysage. Ces 3 tableaux ne sont pas terminés. Et ils ont été simplement ébauchés en 90. Je les achèverai à l'atelier. Il s'agit ici d'une vue d'un étang du comte de la Serna. L'étang se trouve presque en face de l'entrée de l'aéroport à Gosselies. Il vient d'être acheté, tout le parc d'ailleurs a été acheté par la ville de Charleroi. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons y aller quand nous voulons. Monsieur Dano, merci de votre bon accueil. De rien, c'est avec plaisir que je reçois les jeunes et c'est pour moi vraiment un moment de récréation que de pouvoir repasser un petit peu le fil de ma vie. Merci.